Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 18 du Tour d'Italie 2022. On va revenir sur ce qui va potentiellement se passer dans cette étape. On regardera le parcours, on reviendra également sur l'histoire. On parlera d'une étape qui est partie de Trévise et puis ça va me permettre encore de parler de dopage. Vous savez que c'est ma grande passion. Et puis on parlera de mes pronostics pour cette étape. J'ai été moyennement inspiré. Un peu plus que lors de l'étape 17, mais bon, faudra voir. Il y a une grosse cote, et puis derrière, bon, j'ai fait du classique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, enfin vos favoris déjà, et comment vous pensez que cette étape va pouvoir se dérouler. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche et encore mieux, là c'est le Saint Graal, rajouter toutes les notifications pardon, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Dernière étape pour les sprinteurs pour tenter de récupérer le maillot cyclamen. Ou de tenter de remporter une victoire d'étape et d'avoir un Giro qui se finisse pas trop mal pour certains de ces coureurs. Dénivelé positif, 1014 mètres, donc autant vous dire que c'est quand même pas très difficile, surtout que les difficultés se concentreront quand même sur la première moitié de l'étape. Ensuite, en fin de journée, c'est vraiment du faux plat descendant pour arriver du côté de Trévise. Des points au maillot cyclamen, même si bon, quand on regarde le classement, hein, normalement c'est fait pour Arnaud Démare. On aura un petit circuit de 11 km autour de Trévise. Là aussi encore une arrivée en circuit. C'est une étape assez courte, mais qui devrait encore une fois convenir aux sprinteurs. Il faudrait vraiment que des leaders aient envie pour faire la différence. Et puis pour les baroudeurs, ça va quand même pas être facile. Surtout si derrière on contrôle très bien l'échappée. Et puis pour un Van Der Poel, ça reste pas très long, hein, les difficultés qui sont au programme entre Borgo, Valsugana et Trévise. On passe tout de suite au parcours. 146 km donc entre Borgo, Valsugana et Trévise. Donc comme je vous l'ai dit, hein, étape assez courte avec deux difficultés de 4e catégorie de sprint intermédiaire comme d'habitude. Début d'étape en faux plat descendant, donc l'échappée pourrait avoir du mal à sortir. Avant le pied de la première difficulté du jour, au kilomètre 21, c'est à Primolano. Et on commence avec le Scale di Primolano, de km 6 à 4,2% de moyenne, 2,6 km. Côte de 4e catégorie au kilomètre 23,5, c'est-à-dire encore 120 km de l'arrivée. Ce Scale di Primolano, eh bien, bon, c'est surtout 500 mètres compliqués. Voilà, il y a 1 km, on va dire, si on rajoute la portion à 6%. Également de moyenne. Mais comme à chaque fois il y a des replats, c'est deux petits murs. Donc ça ne devrait pas permettre de lâcher les sprinteurs, surtout qu'encore une fois, on sera loin de l'arrivée. On va passer ensuite à Fonzaso, Feitre, Santa Maria. Et puis on arrivera au sprint intermédiaire à Valdobbiadene, une ville où on passe assez souvent sur le Giro. Enfin, c'est un nom qui me dit quelque chose. 60 km,5 de course, donc on aura à peu près 80 km de l'arrivée. Premier sprint intermédiaire qui ne donne pas de seconde de bonification, que des points pour le classement du meilleur sprinter. On redescend, on passe par le col San Martino, Pieve di Soligo. Et puis on arrive au kilomètre 97,5 au sommet de la deuxième difficulté du jour. 1 km à 12,3%, c'est un bon petit mur, c'est un repecho, comme on dit en Espagne, un petit tape-cul, comme on dit en France. Le Muro di Cia del Poggio, 1 km donc à 12,3%. Alors c'est pas le Poggio de San Remo, hein. C'est le Muro di Cia del Poggio. C'est plus court mais plus dur aussi, 14,2% sur les premiers 500 mètres et puis 10,4%. Le problème, c'est que le sommet est encore à 50 km de l'arrivée. Donc si on veut faire la différence à ce moment-là, eh bien, il faut être très motivé parce qu'ensuite derrière, c'est quand même faux plat descendant et descente ou un petit peu de plat. Deuxième sprint à Susegana à 36 km de l'arrivée. Le sprint intermédiaire, seconde de bonification et des points. Et puis on arrive pour le premier passage sur la ligne à Trévise au kilomètre 134,5.
pour ensuite avoir l'arrivée au kilomètre 5,46 dans ce petit circuit final. Ce que j'ai noté, virage à angle droit sur la droite à 4,7 km de l'arrivée. À 2,5 km, on a une épingle très serrée sur la gauche, il faudra faire attention, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de place. Auparavant, on aura eu un kilomètre très sinueux et puis 1,2 km de l'arrivée, dernier virage sur la gauche. Belle ligne droite pour finir cette étape. Du côté de l'histoire du Giro, on va parler du Giro 2007. C'est la fin de la période 100% Italie sur le Giro. Faut savoir que pendant 10 ans, donc entre 1997 et 2007, le Giro est dominé par les Italiens. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que souvent les équipes italiennes étaient invitées en nombre sur ces courses-là, avant le World Tour, donc avant 2005 qui est la création du World Tour. Que les équipes françaises notamment ne participaient pas au Giro. Il y a certaines années où vous avez 0 coureur français au départ. Donc ça permettait de favoriser les coureurs italiens. Et puis qu'on est aussi sur une grande période de dopage, les petits protégés du docteur Ferrari ou de d'autres docteurs qui sont vainqueurs. Pour la plupart, il y en a quand même très peu qui sont propres sur la période 97 à 2007. Et la densité entre 97 et 2005 était assez faible sur le Giro. Ce ne sont pas les meilleures années du côté de la course italienne. Donc, parmi les vainqueurs, vous avez Ivan Gotti 2 fois, Marco Pantani en 98, Garzelli en 2000. Je crois que j'avais dit une bêtise, je crois que j'avais dit qu'Ivan Gotti, après 99, il ne fait plus grand chose, mais je crois que j'avais dit qu'il avait gagné 15 Giro, il en a gagné 2. Savoldelli en a gagné 2, notamment en 2005 avec Discovery Channel. Cunego, le Petit Prince en 2004, qui sera quand même sa seule victoire en Grand Tour. Simoni s'impose 2 fois en 2001 et 2003, et puis Danilo Di Luca en 2007, avant la victoire de Contador en 2008. Donc c'est vraiment la période 100% italienne. Alors on dit toujours que Di Luca a gagné en 2007. Bon, vous savez que j'ai toujours dit que Danilo Di Luca n'était pas très propre, mais bon, c'est le cas de beaucoup de ces coureurs-là, qui ont été impliqués de près ou de loin à des affaires de dopage. On passe tout de suite donc à la suite de cette période historique, donc avec l'étape du jour. On va parler d'étape 19, on part de Trévise, donc l'arrivée du jour. Étape où il fait mauvais et froid au départ de la journée, vraiment des conditions qui sont difficiles. Un premier groupe sort, après 27 km de course, on retrouve 14 coureurs, dont Bettini, 2 fois champion du monde, qui remportera un 3e titre en 2008, Maillot et Garzelli. Derrière, Rabobank et Lotto roulent, mais l'écart ne dépasse jamais les 45 secondes au contrôle, tout simplement. Après 60 km de course, tous les coureurs sont repris et nous avons de nombreuses attaques dans le peloton, mais aucune qui est vraiment significative, qui dure très longtemps. On va avoir beaucoup d'attaques de Saunier Duval, par exemple, qui sont un petit peu les animateurs de la course en 2007. À 70 km de l'arrivée dans une descente, nouvelle attaque d'un coureur de cette équipe espagnole avec Iban Mayo. Iban Mayo qui a rejoint l'équipe Saunier Duval alors qu'il faisait partie de l'équipe Euskaltel. Euskadi à l'époque, c'était un pur basque. Il est suivi par Losada, le catalan de la caisse d'épargne. Derrière, un deuxième groupe sort avec 5 courants. On retrouve Evgeny Petrov de la Tinkoff, Stefano Garzelli d'Aqua et Sapone qui a déjà remporté le Giro, si je ne me trompe pas. Garzelli, oui, en 2000. Nous avons également Michael Rasmussen de la Rabobank qui ce jour-là fête ses 33 ans et c'est tellement important de lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est un coureur tellement sympathique. Bien entendu, c'est de l'ironie parce que Michael Rasmussen était un coureur absolument détestable et lors du Tour 2007, je crois que tout le monde le voulait en dehors de la course, notamment Gerhard Rolls. Nous avons également Marzano et Visconti de la Quick-Step. Pour ceux qui ne sauraient pas autour de Rasmussen, c'est une affaire qui est très drôle. Parce que Rasmussen dit, pour se préparer pour le Tour de France, et je crois même le Giro, mais c'est principalement le Tour de France, j'ai fait un stage au Mexique. Ce qui fait qu'il n'est pas contrôlé, surtout qu'il se trompe d'adresse dans le logiciel des contrôles UCI, le logiciel du contrôle antidopage, où vous devez mettre votre adresse postale précise pour être contrôlable à chaque heure de la journée. Donc il se tape un eau chaud. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit assez vite que c'était tout à fait intentionnel de la part de Rasmussen qu'on ne puisse pas le trouver. Sauf que pas de chance pour lui, l'affaire est dévoilée par un journaliste qui va le croiser alors qu'il fait sa petite sortie du dimanche matin à vélo et qui va croiser Rasmussen. Stupeur de le voir Rasmussen en Italie alors que normalement il est prévu qu'il soit au Mexique.
Et ça va lancer toute l'affaire Rasmussen et il quittera la course au cours du Tour de France avec tout le monde qui voulait le voir partir. On a également Marzano et Visconti, ça je l'ai déjà dit, à 35 km de l'arrivée, les deux hommes de tête ont 25 secondes d'avance sur les poursuivants. On attaque le Passo Balino devant le duo d'Espagnols, un Catalan et un Basque, poursuit sa collaboration. Dans le groupe de poursuite, Garzelli est lâché, et oui, il a pu les jambes de ses 30 ans. On retrouve le groupe Maillot Rose à 3 minutes 10, emmené par la Lamprey et Astana. Et après 5 km de montée, Maillot part seul et derrière dans le groupe de chasse, Petrov fait un gros rythme. Et oui, parce que le Russe peut passer devant Arroyo au général pour prendre la 7e place. Rasmussen sort de la fin de la montée, mais il est à 42 secondes de retard sur Maillot à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Les poursuivants se regroupent dans la descente, dans le début surtout de la descente. Mais nous avons de multiples attaques dans ce groupe. Désormais, Maillot perd du temps. Petrov et Visconti sont à 25 secondes, et Rasmussen et Marzano à 45. Et le Russe attaque beaucoup trop dans la descente et il va tomber à plusieurs reprises et laisser seul Visconti. L'Italien ne rejoindra jamais le Basque qui s'impose pour son premier Giro. C'est la 4e victoire de l'équipe Sonia Duval sur cette course. Après Piepoli, Rico, Simoni et Di Luca garde le maillot rose. Bon, l'équipe Sonia Duval qui sera rattrapée par la patrouille sur le Tour de France 2007 à cause de Ricardo Rico. Et c'est l'une des dernières avec la Gerolsteiner à faire de dopage organisé dans une équipe de première division. Et ça coûtera la carrière à beaucoup de coureurs, notamment Iban Maillot, qui arrêtera sa carrière après le Tour de France. Parce que l'équipe, je crois, continuera après le Tour de France, je crois me souvenir. Je confonds peut-être d'année parce que c'est peut-être pas 2007, mais 2008, Rico. Non, c'était 2008, voilà. Je me suis trompé d'une année. Et donc, Iban Maillot, lui, a arrêté sa carrière en 2007. Donc, voilà, je me suis trompé d'une année sur l'affaire Sonia Duval, je m'en excuse. On poursuit avec la météo, soleil, peut-être nuageux en milieu d'étape. 22 à 27 degrés, vent faible, entre 20 et 10 km/h, et plutôt de dos sur le parcours. Donc, il ne devrait pas gérer les coureurs. Stratégie, soit l'échappée va au bout, mais il faudrait au moins 8 coureurs. Et au moins 1 minute 30 à 10 km de l'arrivée, soit sprint massif. Alors moi je privilégie plutôt un sprint massif, on ne sait jamais, parfois les équipes de sprinters sont bien fatiguées à l'amorce des 3-4 derniers jours de course. Je mets Démarre, même s'il a eu du mal à passer les étapes de montagne. Je mets Cavendish parce qu'il a plutôt bien passé les étapes de montagne par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que bon, il s'en est plutôt bien sorti dans les délais. Nizzolo, parce qu'en 3e semaine, il avait gagné, voilà, c'est un coureur qui arrive à être performant. Puis avec moins de sprinters, peut-être que ça va l'aider. Et puis en grosse cote, en cas d'échappée, j'ai mis Pierre-Luc Perrichon, le français de la Cofidis. C'est une grosse carte quand même aujourd'hui, Pierre-Luc Perrichon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Débrief de cette étape ce soir. Présentation de l'étape numéro 19 demain, 7h30. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!